Bon, alors, pas de chance là, que je trouve des photos de vous et Cole Caulfield en train de célébrer en plein week-end du Grand Prix sur les réseaux sociaux. Pas de chance. Est-ce qu'il y a des chances? Pas de chance. Pas de chance. J'ai jamais mis les pieds au Grand Prix Jamais? de ma vie. Ben voyons donc. Juré craché. Puis Martin, mis à part, tu l'as couvert. Tu couvrais celui aussi de Montréal, là, pas juste ceux du reste du monde. C'était le pire week-end de l'année parce que la couverture locale, c'était fou. Là, il y avait de l'intérêt. Il y avait de l'intérêt, mais nos patrons nous demandaient 18 pages par jour. Là, fait que c'était... Par journaliste? Ça me semble excessif. Non, mais c'est ça. C'était vraiment la fin de semaine la plus exigeante de l'année. On n'avait pas beaucoup le temps de s'amuser, mais c'est le Grand Prix, je dois dire, là, sur le circuit. Puis c'est pas du chauvinisme ou quoi que ce soit. Ça sent le chauvinisme. Mais les gens aiment beaucoup venir à Montréal. Ils disaient pas ça juste pour nous faire plaisir. Non, ils disent pas ça partout où ils vont. Ils disent partout où ils vont, okay. Mais le personnel, les gens... Les pilotes disent toujours « c'est fantastique, c'est ma place favorite », mais les gens qui travaillent dans le cirque de la F1 aiment vraiment beaucoup venir à Montréal. Pourquoi? Ils aiment ça, les nids de poules? Parce il y a plusieurs Grands Prix qui sont dans... Les circuits sont en campagne, éloignés des grands centres et tout ça. Et c'est pas dans toutes les villes où c'est festif comme ça. Au Grand Prix d'Espagne, par exemple, quand tu es à Barcelone, tu ne sens pas vraiment que c'est la fin de semaine. Il y a tellement autre chose à faire. Ben, peut-être, mais... Ici aussi. Là. Mais c'est vraiment... Il y avait les Franco. Oui, mais comparé à Barcelone... Bon, d'accord. Fait qu'il y a une ambiance spéciale, il y a une proximité avec le centre-ville, le circuit est particulier aussi, là, c'est sur une île et tout ça. Mais les gens, de façon générale, aiment beaucoup venir à Montréal. Puis, es-tu déjà allé pour le plaisir? Jamais. Moi, c'est les seules circonstances dans lesquelles je suis allé. T'es allé pour le plaisir? Ouais. Oui, j'aimais ça. Puis Crescent, tout ça. Là, quand j'étais jeune et fou, là, au Newtown. Écoute, j'avais pas d'argent. Rentrer au Newtown quand justement, pas d'argent, quand j'étais jeune et fou, je vivais à la Bohème. Moi, j'allais pas sur Crescent. C'est une autre... J'avais ça c'est une autre catégorie. pour me payer une bière. Je pouvais pas rentrer. Non, j'aimais ça. Puis, écoute, peut-être parce que là, c'est ça, avec les vies la vie de jeunes parents, je l'ai moins senti, l'ambiance festive. Puis, on est post-pandémie aussi. Puis là, ils ont changé l'heure. Moi, 14 heures, c'est tard un peu. Donc, j'ai pas suivi. Les gens sont moins amateurs de Formule 1 un peu. Nous, on aime le tennis. Oui, parce qu'on a évidemment. Moi aussi, j'aime le tennis. Pas loin, d'accord. Mais donc, toi, Martin, quand c'est fini, c'est ça? Donc, tu le couvres plus, puis c'est terminé. Exact. Quand le balado va être terminé, on peut plus s'attendre à te revoir vraiment. Ça va être... Si je suis affecté à la couverture d'autres choses, ça me verra peut-être plus très souvent au Centre Bell, mais ça me surprendrait que mon affectation change. Surtout que c'est toi qui le décides, là, fait que... Oui, il y a un peu de ça. C'est un facteur. C'est un facteur important. OK, bien les gars, je ne vais pas vous faire pleurer, mais c'est notre dernière de la saison en présentiel. Parce que notre dernière de la saison, la semaine prochaine, Alex va être à Nashville. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ça va être quel jour. Restez des nôtres pour plus de détails, mais on va en faire une après la première ronde. Là. Il suffit de savoir combien d'heures après. Mais bien sûr, on précisera tout ça là, via les réseaux sociaux éventuellement. Mais ouais, c'est ça. Après ça, c'est les vacances, là, déjà. Oui. Déjà? Oui. OK. Aujourd'hui... Sean Monahan, prise 2. Sheldon Keefe, toujours vivant. Et je ne suis pas capable de me relire. Et direction Nashville, c'est tellement hockey, épisode 242. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey qui va bientôt justement prendre la route de Nashville. On sait que c'est plate. On sait que c'est par don de toi. J'ai nommé Alexandre Gascon. Salut Alex. Bonjour messieurs. Et notre chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupard. Yeah, I mean, I really enjoyed my time in Montreal last year, and I think I felt like I owe it to myself to give it another shot in Montreal. I owe it to the fans, and I mean, I owe it to the organization. I think the coaches were unbelievable. I have a great relationship with them, and I mean, I met some obviously great teammates that are going to be lifelong friends. So I think going back there, I was very interested in that, and I mean, very happy to get something done to be able to come back and play for the Canadians.
Alors ça, c'était Sean Moynihan, qui a toujours pas parlé à cette heure-ci, mais qui avait ses propos très intéressants. Merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Il est sûrement content d'être à Montréal parce qu'il aimait beaucoup l'ambiance, puis la chambre, puis les j'imagine gars, que c'est ça qu'il a dit, ou enfin, peut-être. C'est peut-être ça qu'il a dit. Bref, on commence avec ça. Petit morceau d'information. Petit morceau d'information. Oui, quand même. Pas fou, là. Mais hier, on disait à tout le monde que c'était la nouvelle la plus importante de la journée. Mais en comparaison avec les autres. Les autres sports, oui, c'est ça. Je pense que, écoute, c'est un bel essai pour les deux parties-là. Tout le monde y trouve un peu son compte. Monahan, malheureusement, s'est entêté au mauvais moment l'année dernière. Ça lui a coûté toute la fin. 50 millions de dollars, certaines estimations disent. Je penserais pas, mais peut-être 25-30, là, effectivement. S'il avait poursuivi sur la même lancée, peut-être. On le saura jamais, mais donc ça lui a fait manquer une 50aine de parties. Et puis, à cause de ça, on ne sait pas qu'est-ce qui vaut. Et là, je parle pas d'argent, je parle en termes de qualité de jeu. Est-il capable de s'inscrire dans la durée? Peut-il, bon. Alors, c'est un peu le pari que lui fait en disant, écoutez, c'est 2 millions de dollars. J'ai pas non plus à piler sur mon orgueil là, jusqu'au point de ramasser, entre guillemets, le salaire minimum de la Ligue nationale. Tu sais, ça aurait été peut-être, et je le mets entre guillemets, encore une fois, un peu plus humiliant. Là, gagne 2 millions, c'est 1 an, c'est un échange de bons procédés. C'est donne-nous le plus possible, continue à encadrer notre gang, on a aimé ta présence, ton influence, tout ça. Et puis lui, c'est assez clair, c'est de prouver à tout le monde qu'il est capable de jouer encore puis qu'il mérite un contrat à plus long terme. Alors, mais c'est pas un grand risque pour personne, c'est pas beaucoup d'argent, ça n'est qu'une année. C'est bien fait. Ouais, le seul risque, c'est est-ce qu'il va être capable de jouer ou pas. Et, le Canadien, je pense, essaie de résoudre les problèmes de blessures qui ont miné l'organisation depuis 2 ans, là, deux saisons records quant au nombre de matchs ratés en raison de blessures. 700 matchs et plus il y a 2 ans, 600 matchs la saison dernière. Et puis là, tu mets sous contrat un joueur qui a eu de la difficulté à faire des calendriers. Sauf que, c'est une autre intervention chirurgicale. Les 2 hanches, intervention chirurgicale à l'aine, ça commence à faire beaucoup d'interventions chirurgicales. Alors, j'imagine que le Canadien a bien fait ses devoirs. Il s'est dit, il va être capable, il va être suffisamment en bonne condition pour jouer une saison complète avec l'équipe. Mais il faut dire, pendant les 25 matchs qu'il a joués, il y avait un impact dans l'équipe. Absolument. Et le Canadien commence à Suzuki et le centre numéro 1. Kirby Dach a montré des belles choses. Dvorak, c'est un centre de 3e trio dans la Ligue nationale. Alors, c'est un gars qui peut jouer, c'est un joueur de centre, mais est-ce si on ne le fait pas jouer au centre, ça peut quand même solidifier les ailes. Si on regarde du côté gauche, le Canadien, c'est pas quand même... Ils sont pas dans le trèfle jusqu'au genou. On pourra prendre une expression que je n'ai pas utilisée depuis longtemps. Non, une expression popularisée ici même, il y a 2 ans. Ouais. Alors, après Cole Caulfield, il y a de la place au sein des premiers trios. Puis Monahan, c'est un gars qui a un bon sens du hockey, c'est un marqueur de 30 buts et plus pendant les 5 premières années de sa carrière. Alors, il peut apporter quelque chose. Le seul point d'interrogation, c'est est-ce qu'il va pouvoir rester en santé? Et pour une organisation qui a eu tant de problèmes que ça avec les blessures, je trouve que cette signature-là prête flanc à avoir encore d'autres problèmes, mais c'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est un pari intéressant. C'est sûr que, c'est ça, Moynihan incarne ça, là, l'infirmerie. Je veux bien, mais s'il y a juste lui qui est blessé l'année prochaine, ça va être bien correct. Oui. On va se contenter, on va se satisfaire de ça. Ce que moi j'ai beaucoup entendu, c'est c'est parfait, comme ça on va pouvoir sa valeur va pouvoir monter puis on va l'échanger à date limite des transactions l'année prochaine. Un refrain connu, ça. Oui, que j'ai annoncé que je voulais pas réentendre. Visiblement, ça s'est pas rendu. Reste que c'est pas faux. Oui, mais là, c'est pas les dirigeants qui ont dit ça encore. Non, c'est les commentateurs. Oui, contrairement à l'année dernière où c'était le vœu assumé de là, les attentes sont différentes. Là, il ne devrait pas y avoir de vente à la date limite des transactions. Bon, je suis content parce que ça me permet de faire un petit détour. Je regarde, il y a quelqu'un, je pense que c'est Marc Dumont sur Twitter qui s'en excusait, là, mais... Qui? Marc Dumont, qui est un ancien blogueur, qui... C'est un internaute. Para-commentateur,
Je dis ça, je sais pas, là, c'est ma manière d'introduire le sujet, là, pas que c'était bien important. Mais il faisait des projections de trio. Puis, quand j'ai vu le nom de Mike Hoffman, je me disais, si Mike Hoffman fait partie de l'alignement à la fin du mois d'octobre. Il va faire partie de l'alignement. À la fin du mois d'octobre? Ouais. Tu veux qu'il soit où? Je sais pas là. Puis là, je dis pas qu'il faut qu'il soit échangé. Je dis pas que. Je dis juste qu'il faut. Il me semble que Mike Hoffman incarne un peu. Est-ce qu'il y a un changement des attentes ou il n'y a pas de changement des attentes? Il me semble que le Mike Hoffman au maître, voilà, ça serait un indicateur de ça. Moins il est là, plus les attentes sont élevées? Ben, c'est-à-dire qu'il n'a pas de raison d'être là. Si c'est pas parce qu'on peut peut-être l'échanger. Il peut peut-être prendre la valeur et on l'échange à la date limite des transactions ou je ne sais trop. T'sais. Mais si ça, c'est pas une option, je veux dire, il n'y a pas d'affaire là. Ben, c'est parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que Rem Pitlick puis Michael Pezzetta vont n'importe qui. Je veux dire, n'importe qui. Là. Mais ça... Moi, on en a parlé. Souvenez-vous, autour du temps des fêtes, à un moment donné, quand le 4e trio a arrêté d'être un ramassis de gars qui étaient là pour faire augmenter leur valeur et être échangés à la date limite des transactions. Ça s'est mieux passé. Quand il y avait Hoffman en tête. Quand on a mis des joueurs qui étaient là pour, justement, amener autre chose, soudainement, le vent a tourné. Et il y a là, à mon sens... Puis vous, c'est conservateur au max là, comme philosophie, mais il y a là quelque chose qui, moi, m'apparaît plus cohérent. Écoute, on verra parce que qui va être de retour, qui ne le sera pas? Y aura-t-il des échanges? Est-ce que Hoffman sera toujours là? Probablement, mais je pense que c'est un peu prématuré pour envisager les trios de l'année prochaine. Là, mais il est très probable que Mike Hoffman soit, mettons, au sein du 3e trio pour commencer l'année. À Noël? Ben, pour commencer l'année. C'est ça, mais moi, puis on verra. Moi, je veux après, bien les 2 premières semaines. Puis si les choses se passent. T'as court Raphaël Harvey-Pinard poursuit sur sa lancée. Je sais pas, moi, peut-être qu'il va prendre sa place dans la hiérarchie. On verra. Étant donné que c'est notre dernière, je voulais établir ça. Comme Martin disait, c'est bien, pour Sean Monahan, c'est ça. Là, j'entendais dire que le Canadien a bien trop de joueurs de centre en ce moment. Réflexion un peu à côté de la plaque. Il y a trop de bons joueurs. Non, c'est ridicule. Un joueur de centre, ça se déplace très facilement à l'aile. Tu peux pas avoir trop de joueurs de centre. Sean Monahan a un bon sens du jeu. Il a joué avec Suzuki puis Caulfield l'année dernière, puis ça allait très, très bien. Alors, en plus, tu as comme une certaine assurance là, que... C'est pas joué avec Dak aussi, puis c'est un peu... Ça l'a un peu... Oui, puis si tu cherches un partenaire de trio, là, que tu n'es pas sûr du complément, tout ça, ben tu le sais qu'avec lui, ça peut fonctionner. Donc, tu peux facilement le déplacer à l'aile gauche ou peu importe. C'est un joueur de hockey. Pour reprendre les mots de Martin Saint-Louis, c'est pas un gars qui joue au hockey, c'est un joueur de hockey. Et puis, trop de centre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une telle chose. C'est pas inscrit nulle part dans son contrat que Christian Dvorak doit être sur les 3 premiers trios. Puis c'est pas inscrit non plus que Jake Evans doit absolument disputer tous les matchs s'il y en a qui font mieux la job que lui. Alors... Il n'y a pas trop de centre, puis au pire, on les déplacera à l'aile, puis ça fera peut-être en sorte que Hoffman sera sur le banc à ce moment-là. C'est ça, moi je parle le banc. Le banc, c'est le bon. Le banc. Alors, la galerie de presse, c'est on verra, mais je fais pas des trios, là, moi. Là. Je fais pas des trios. Moi non plus. C'était comment dire, mon point de départ. Mais le 5e choix, Mike Hoffman, c'était ça mon sujet. Dans tes trios, tu mets, mettons... 5e choix, Suzuki. Mais le 5e choix, ça se peut qu'il ne fasse pas le. OK, excuse-moi. Je pensais que tu étais sérieux. Non, mais tu ris de moi. Oui, je me fous de toi. Martin, veux-tu rire de moi? Non, ça a été amplement fait. C'est self-explanatory. OK. On n'a pas parlé de Pierre-Luc Dubois? Avez-vous remarqué ma boutade en ouverture? Je ne vous verrai pas sur des photos en compagnie de Cole Caulfield. Ouais, mais qui on a vu sur des photos en compagnie de Cole Caulfield? Oui, puis entre les deux, il y avait qui? Un costaud, là. Il avait l'air costaud, hein? C'est un costaud, Pierre-Luc. Quand même. Martin, as-tu du nouveau pour nous sur le dossier du bois? Non, j'ai rien à ajouter là-dessus. Bon, tu peux quitter. Non, mais écoute, je sais pas, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu veux dire sur Pierre-Luc? Écoute... Depuis qu'on en a parlé la semaine passée, on entend un peu ce que les Kings pourraient offrir. La semaine passée, Alex, tu nous as dit... On parle de Vilardi et... Oui, mais la semaine passée, tu nous disais... moi, Kirby Dach, j'irais pas jusque-là. Et hier, tu m'as dit, finalement, peut-être que j'irais jusque-là. Oui, mais là, hier, je l'ai pas dit en nombre, ça. Non, mais là... Ah, ça compte pas? Non, mais je réfléchissais à ce que Martin disait, puis... Tu sais, c'est vrai que... Quelle est l'assurance que Kirby Dach, qui a montré de très, très belles choses l'année dernière, devienne un centre de 30 buts dans la Ligue nationale. À plusieurs saisons. Là. Ils sont minces.
C'est mince, là, c'est ça. Et s'il fait ça, il va être au niveau de Dubois. Donc, quelles sont les chances qu'il fasse encore mieux que ça, tu sais? Je sais pas, moi, si ça soit un gars de 30, 45, 75 ou 35, 35, 70, tu sais, c'est très mince, là. Et ils ont 2 ans et demi de différence. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas 4, 5, 6 ans. Donc, Martin avait... Ça a cheminé, tu vois, Martin, ça il a planté une graine et puis il l'a semé et elle a germé tranquillement. Et puis ça, je me disais, si je suis le Canadien, si c'est ça, le prix à payer, ben, peut-être que je le considère. Et si tu es directeur général des Jets... Ça, tu dis oui. Il faut... il faut que tu demandes quelque chose de substantiel et... Ils sont en voie de perdre leurs 2 premiers centres. Là. Je peux pas croire qu'il va pas essayer de se renflouer. Byfield ou Villardy, c'est pas aussi intéressant que Kirby Dach, à mon avis. Non. Donc, mais je me trompe peut-être. Non, mais peut-être que leur évaluation est tout autre. Mais il faut que tu considères le contexte salarial aussi. Le Dach, c'est 3 autres saisons à 3,3. Ce qui vaut de l'or. Ce qui vaut de l'or. Et joueur autonome avec compensation. Après ça. Après, qui aura le droit à l'arbitrage puis qui approchera de l'autonomie. Mais tu contrôles quand même. Mais là, t'as encore le contrôle sur ce joueur-là pour un minimum de 4 ans. Amplement le temps de t'entendre avec lui, surtout si t'es Winnipeg, c'est important pour eux, ça. Et c'est un gars de la Saskatchewan. Exactement. Il y a vraiment... C'est sûr que ça les intéresse, là. C'est sûr. Ils peuvent bien demander Suzuki puis Caulfield, puis ils ont raison de le faire, là, parce que c'est amusant. Si tu demandes pas Caulfield, tu fais pas ta job. Mais là, après ça, ils vont te dire, ben là, ça sera pas possible. OK, bon, puis là, tu continues à regarder. Tu descends dans Puis là, si tu arrives à Kirby Dach puis que tu arrives à articuler quelque chose autour de ça, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Je suis pas sûr que le Canadien veut le faire, par exemple. Ben, en tout cas, s'ils écoutent, là, peut-être que ça chemine, nous autres aussi. C'est le genre de transaction ou de possibilité de transaction qui suscite des débats autour de la table. Tu l'évalues comme il faut. Mais c'est ça. Tout dépend de l'évaluation que le Canadien fait de Kirby Dach. Puis là, si tu as Dach dans l'échange, tu n'as pas besoin d'ajouter un bras puis une jambe puis un rein. Là, Mike Hoffman. S'il vous plaît. Non, mais, oui, on cherche des solutions. Un pour un, c'est une bonne transaction. Je pense qu'il demanderait peut-être un petit peu plus. Peut-être un choix de 2, mettons. Ouais, ou de fin de première ronde. Ouais. Mettons Kirby Dach puis le 37e, qui est le premier choix de 2 du Canadien cette année. Là. Ouais, peut-être que ça le fait. Je sais pas. Peut-être pas non plus, mais il me semble que ça serait pas mal. Peu importe la destination et le dénouement, est-ce que c'est quelque chose qui se fait avant le du moins mercredi soir prochain, ça a été fait? Mercredi soir prochain étant la première ronde du repêchage. 60%, mettons. 60%? Ouais. Non, parce que c'est pas une heure de tomber, là. Tu sais, ça a failli se faire l'année dernière. Martin nous l'avait dit quand on était à Montréal au repêchage. Finalement, ça a avorté pas mal à la dernière minute. Matthew Tkachuk, l'an passé, on s'est rendu fin juillet? C'est ça peut arriver à fin juillet. C'est ça, c'est arrivé fin juillet. Ils se rendront pas à l'arbitrage, là, je serais extrêmement surpris. Sauf que Pat Brisson a l'habitude de travailler de façon consensuelle avec les directeurs généraux. C'est pas un agent qui est confrontant. Là. Il essaie toujours de faire des ententes qui font l'affaire de tout le monde. Puis s'ils sont sortis publiquement pour dire il a demandé une transaction, il veut partir, c'est parce qu'il est pas mal confiant que ça va se faire. Et que le directeur général des Jets lui a dit on va aller en ce sens-là, on va fonctionner. Là. Il n'a pas planté une hache au milieu de la table pour dire... déclaration de guerre, exactement. Non, surtout que Dubois leur fait, je veux pas dire une fleur, mais disons... ça serait... C'est un cadeau, c'est un cadeau du ciel. Ça serait peut-être un peu présomptueux d'aller jusque-là, mais clairement, il aide les Jets. Là, ça aurait pu être exactement. Ben oui, ça comme ça. Il aurait très plus facilement à dire, écoutez, allons en arbitrage salarial, réglons la dernière année, puis moi, je vais profiter de mon autonomie après. Puis là, même si tu l'échanges à la date limite des transactions... Tu vas pas chercher grand-chose. Exact. Tu vas avoir un choix de première ronde. Donc là, en mettant certaines équipes en compétition, en leur disant, écoutez, il y a, je sais pas moi, 5 puis 6 endroits où je suis prêt à signer une prolongation de contrat à long terme, ça change complètement la donne. Puis s'il avait dit, il y a 2 endroits où je veux aller, puis nulle part ailleurs, là, semble-t-il, il a laissé au moins plusieurs équipes dans le portrait pour ça puisse être juste pour tout le monde. J'ai très, très hâte de voir. Moi, je pense que ça va se faire au premier tour, là, mais j'ai hâte de voir le genre de transaction qui va être conclu. La semaine passée, tu as dit, c'est ça, tu étais fébrile parce que tu anticipes qu'il va se passer bien des affaires. Oui. Donc, as-tu un exemple? Je viens de t'en donner un. Là. Mais pas juste à Montréal, j'imagine. Tu penses que ça va bouger beaucoup? Oui, tu regardes
T'as, par exemple, Daniel Brière qui vient d'arriver en poste, qui travaille depuis des années pour le moment où il va obtenir cette chaise-là. Les Flyers sont en reconstruction. Il a commencé ça mollo, Daniel. Il a commencé ça avec une transaction extrêmement complexe. Lui arrive là, il va être prêt pour la guerre, il va avoir étudié toutes les possibilités. Le nouveau directeur général des Flames arrive aussi. Et tu as des directeurs généraux d'équipes qui en ont arraché ou qui sont passés tout près d'une place en série, etc. Le contexte est... Non, je pense que le contexte est favorable. Puis oui, le plafond a été gelé depuis plusieurs saisons, mais il y a de plus en plus d'équipes qui commencent à avoir de la place. Là. Les contrats se sont écoulés. Je pense qu'il y a beaucoup de directeurs généraux qui vont être combatifs. Là. Ça va être intéressant. Oui, c'est ça. Il s'est donné moins de gros contrats ou enfin moins de contrats... à long terme. Oui, puis inconscient. Disons ça comme ça. Donc, ça libère un peu d'espace. OK, bon. Alex, tu pars quand? Dimanche soir. Okay. Dimanche après-midi, pardon. Oui. Ça prend du temps à se rendre là. Il n'y a pas de vol direct, puis c'est compliqué. Donc, c'est la remise des trophées lundi prochain? Lundi, oui. Okay. Donc, ça va être intéressant. Ouais. Patrice va être là. Tu vas pouvoir voir Erik Karlsson... ton chum Erik. Prendre son trophée son trophée de Norris. Oui. Avec... c'est Fox puis Makar. Hein? Oui. Makar, je suis étonné. Il a juste joué... Réputation. Oui. C'est un concours de popularité un peu. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de... Oui, tu as raison, mais je veux dire, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. C'est pas ça le point. C'est juste qu'il a joué juste le 3/4 de la saison. Donc, normalement, on verra. Mais ouais, je peux pas croire qu'ils vont le donner à Karlsson, mais c'est sûr. Écoute, il aurait fait 99 points que je suis pas sûr qu'il lui aurait donné. Là, il y en a 101, puis pour la symbolique, comme Alex dit, ça marque l'imaginaire, puis c'est populaire. Puis c'est pas ça que tu as dit, mais je te prête des mots. Mais historiquement, même si ça n'a aucun bon sens, c'est la majorité du temps, c'est le défenseur qui récolte le plus de points. Et je trouve que c'est le trophée C'est un trophée qui est très dévalorisé à cause de ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, pas non. Mais historiquement, j'ai remonté loin dans le temps. Mais souvent, on s'entend, il y a eu beaucoup d'années où le défenseur qui avait le plus de points était aussi un défenseur exceptionnel. Oui, c'est quand Edman l'a gagné. Denis Potvin puis Larry Robinson. Mais on a vu à notre époque, disons dans les 10-15 dernières années, souvent des défenseurs... qui n'étaient pas très bons défensivement ou qui n'étaient pas établis. As-tu un exemple récent? Auparavant, il y a des gars, Raymond Bourque, je pense qu'il a attendu 10 ans avant d'avoir le trophée Norris. Il fallait que tu gravisses les échelons et que tu prouves que tu étais au sommet de la montagne. Fait que c'est ça. Et si Erik Karlsson remporte le trophée Norris, on s'entend. Là, ce serait son troisième, premièrement. Ouais. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des fois où ça coïncidait. Edman, ça a été pendant un bout de temps le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Il l'a eu. Quand Lidstrom s'est assis dessus, puis il l'a amené chez lui, puis l'a gardé pendant... C'était le meilleur défenseur de la Ligue nationale. C'était pas nécessairement le meilleur il était souvent... Il amassait beaucoup de points. Là, donc, souvent, ça concordait. Mais c'est vrai qu'on est loin des années Rod Langway, mettons, qui, lui, le gagnait avec 30 points. Il a gagné 2 ans de suite quand il est arrivé à Washington après avoir été changé par les Canadiens. Il a gagné 2 ans de suite à 32-33 points. Là. Mais c'est c'est rare. Ça, c'est des faits rares dans l'histoire. C'est ça. Mais à l'époque, j'ai l'impression qu'on percevait le trophée différemment. Tu sais. Ouais. Mais là, je pense qu'on est simplement rendu à un point où on devrait, comme pour l'attaquant, diviser le trophée en deux. Meilleur offensif, meilleur défensif. Meilleur défenseur offensif. Non, puis ça fait quand même quelques années là, qu'on en parle. C'est pas comme... nous, on en parle. Je ne sais pas à quel point, dans les hautes sphères, dans la Ligue nationale, on en parle ou pas. Pourtant, un trophée de plus, pourquoi pas? L'autre intéressant, ça va être Bergeron, qui risque de gagner un 6e trophée Selke. En passant, là, tu disais la semaine prochaine, c'est notre dernier épisode. Est-ce qu'on va devoir sortir de nos vacances? La première, lors de la dernière conférence de presse de Gary Bettman, avant le début de la finale de la Coupe Stanley, Bill Daly a dit « Notre enquête concernant l'équipe Canada Junior 2018 est terminée. On va révéler notre rapport, on va dévoiler notre rapport durant l'été. » Le vendredi, quand Martin va être en vacances. La semaine de construction, pour être sûr que ça ait le moins d'impact possible. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se... Ben moi, je prends pas de vacances, donc ça change. Tant mieux. Tant mieux. Mais ils sont le genre à sortir ça dans la première semaine du mois d'août. Moi, je suis toujours joignable, les gars. Vous savez, j'ai fait des balados dans le train de Pékin. Dans les rues. Dans l'autobus à l'autre bout du monde, à Paris. De Paris. Je vous ai fait ça partout, fait que vous m'appelez. Hein? Good.
Alors, ça, je voulais juste préciser. Non, c'est un bon point. On met ça, on regarde ça en tête. Ce sera peut-être la plus grosse nouvelle de l'année dans la Ligue nationale. Et c'est ça. Ils sortiront pas ça le 1er juillet, mais quand les nouvelles de hockey vont être terminées et que tous les journalistes vont être en vacances, ça va sortir. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on va boucler ça, notre segment sur le repêchage. On a demandé, ça n'a pas... c'est pas une grosse semaine. Levé, hein? Pas une grosse semaine. Peut-être que les gens commencent à profiter de l'été aussi, là, je sais pas. Mais il n'y a rien. Tu peux profiter de l'été sous un parasol avec ton téléphone. Tu peux décrocher aussi. Décrocher, je ne sais pas. Sur le book, donc on vous demandait via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport que fera Kent Hughes au repêchage. On a quelques réponses amusantes. Il y a sur le book Claude qui dit je m'attends pas à un gros coup d'éclat. Avec Monahan, on va oublier Dubois. Ouais, non, ça va aucun lien. Peut-être on verra. Yannick sur Facebook, il a striké l'an passé avec son premier choix. Il aurait dû prendre Coulé. Devrait pas changer cette année. C'est ça. Ça va beaucoup... Ce choix-là, ça reste un peu... pas une patate chaude, là, mais repêcher 5e ou la pire affaire qui pouvait arriver. J'exagère, mais c'est un peu ça. Mais vous pouvez commenter. Là. Sébastien, il va s'asseoir avec son staff autour d'une grande table et il va parler au micro. Bon, d'accord, c'est ça. Il a annoncé son choix aussi, c'est revenu. Éric dit qu'il va repêcher un joueur avec du talent. Et Sweeney Baby dit que les Canadiens de Montréal sont fiers de sélectionner du CSK Saint-Pétersbourg, de la KHL, Matvei Mishkov. Sur Twitter, il va offrir un contrat à Daniel Harvey. Il est de loin le meilleur pour déplacer des chaises. Avec un gif. Ça, c'est ce bon Jack. Merci, Jack. Donc, je ne sais pas que va faire Kent. Kent va être occupé, mais... Oui, il a dit lui-même qu'il allait être combatif. Impossible de savoir qu'est-ce qu'il va faire, mais ça, comme Martin le disait plus tôt, ça va être intéressant. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses parce que c'est difficile d'identifier ce qui va se passer. Je pense que les gens voulaient c'est une question complexe, mais qu'ils ont pas, comme nous, ils ont pas... on se ressemble. On est tout le monde sur le même pied. Allez, on va se faire un petit medley avant de laisser Alex partir pour Nashville. Est-ce que la sens-tu? La fébrilité? Non, mais j'arrête pas d'en parler. Ouais, tu veux que je m'en aille? Non. J'ai un peu d'envie. OK, oui, mais tu viens... J'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps. Je peux y aller. Un petit medley, donc, un petit détour à Toronto. Martin, c'est toi qui as porté à mon attention, parce que ça m'avait échappé. Comment ça, ils vont garder Sheldon Keefe? Voyons donc! L'occasion est tellement belle de faire d'autres choses. Oui, bien écoute, c'est nos collègues de TSN qui ont fait circuler ça au cours des derniers jours. Sheldon Keefe, avec son nouveau directeur général, son nouveau patron, Brad Treliving, ont interviewé plusieurs candidats pour un poste d'adjoint. On sait que Spencer Carberry est parti... J'ai jamais entendu parler. A accepté le poste d'entraîneur en chef chez les Capitals de Washington. Et donc... si tu prends le temps comme directeur général avec ton entraîneur-chef d'interviewer des candidats pour savoir qui sera son adjoint, c'est parce qu'il sera de retour la saison prochaine. Et l'information qui était très intéressante là-dedans, c'est que Treliving a l'intention, semble-t-il, de lui accorder une prolongation de contrat au cours de l'été. Et je trouve ça très habile. Ça ne veut pas dire que Sheldon Keefe va être derrière le banc pour encore 3 ans des Maple Leafs, là, mais si tu décides de garder un entraîneur derrière le banc pour sa dernière année de contrat, il arrive comme nouveau directeur général, Treliving, tu veux pas lui saper son autorité, tu lui donnes quelques années de contrat supplémentaires. Et avec le travail qu'il a fait au cours des dernières années, Sheldon Keefe, je pense pas qu'il soit mal coté dans la Ligue nationale. Les Maple Leafs ont performé beaucoup en saison régulière. Alors, tu accordes quelques années de contrat de plus à un entraîneur. Si tu le congédies, tu le congédies. Il se trouve un autre emploi ailleurs, tu n'as pas à les payer les années supplémentaires. T'es obligé. Il va te demander de rompre le contrat pour s'en aller ailleurs. Alors, il n'y a pas beaucoup de risques là, mais ça permet d'établir ou de maintenir l'autorité de l'entraîneur sur le vestiaire, de ne pas le laisser comme un pantin là, qui va l'ouvrir. Vas-y. C'est ça. Vas-y, reçois toutes les balles. On te regarde, là, puis à la fin de l'année, on va faire un changement. C'est ça. Puis Treliving avait fait ça, avait gardé Bob Hartley en poste à Calgary. Puis Bob Hartley avait eu du succès quand même avec... Il a gagné le Jack Adams. Exact. Et ça veut dire aussi, ça, s'il décide de le garder en poste,
Tu sais, Treliving, quand il avait été nommé, il avait dit ma priorité, c'est d'aller rencontrer Austin Matthews. Il a certainement fait le tour. Il a rencontré le noyau de l'équipe. Là, et ça veut dire que les joueurs ont dit non, c'est pas un problème, l'entraîneur. On veut jouer pour lui. S'il s'était fait dire. Change-moi ça. Non, mais tu sais, s'il s'était fait dire c'est le bordel dans le vestiaire, on n'a plus de structure, les gars n'écoutent plus, ça serait terminé. Alors, c'est quand même. Ça indique que c'était pas le bordel tant que ça chez les Maple Leafs. Ça va peut-être aider à conclure cette renégociation de contrat avec Austin Matthews aussi. Tu sais, si lui, il s'entend bien avec Keefe, selon le bruit qui circule, tu sais que l'entraîneur est encore là. Il y a un peu de stabilité malgré le départ de Dubas. Peut-être que ça nuit pas, disons, je sais pas. Là. Non, mais c'est une approche intéressante. Mais tu sais, dans le cas d'Hartley, je te coupe pour finir là-dessus. Tu me diras ce que je veux dire. Treliving est arrivé à Calgary et a gardé Hartley en poste. Hartley a gagné le Jack Adams. Puis la saison suivante, il l'a congédié. Ça a mal commencé, puis pas longtemps après, il l'a congédié. Non, mais comme Martin dit, c'est ça. C'est peut-être pas, ça veut pas dire qu'il va être là pour toujours. Non, exact, c'est ça. Non, mais j'allais dire, on a souvent fait l'éloge de la stabilité ici. Martin qui est le porteur de ce concept-là, mais ça s'inscrit là-dedans, puis ça va... J'allais dire, ça va à contresens. Habituellement, quand un nouveau DG s'amène, il amène son monde, ce qui est aussi normal, mais c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant comme approche. Et j'ai trouvé l'embauche de Shane Doan comme conseiller spécial extrêmement intéressante aussi. Écoute, tout ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne Austin Matthews partout, puis qu'il dit « Hey, c'est bien mieux qu'en Arizona, ça, ici. Wow! T'as-tu vu ça? » Non, mais c'est hey! Honnêtement, là, il y avait un lien entre Treliving et Doan. Mais il y a un lien entre Matthews et Doan. C'est son idole. C'est son idole. Puis Doan l'avait déjà invité à s'entraîner avec les joueurs. Alors, c'est très habile. Ça aussi, c'est très habile. OK. Mais comme Alex dit, c'est ça. C'est donc bien beau, Toronto. Hein? On n'a pas ça en Arizona. 4 saisons. Là, tu parles. Les couleurs. Oui, c'est ça. Les couleurs dans les arbres. Magnifique. Très, très bon. Donc, bonne chance aux Leafs. Sinon, tu portais dans ta attention aussi, Martin, que c'est aujourd'hui qu'ils vont être annoncés, les futurs membres du Temple de la Renommée, ou ils vont être contactés? À 15h ce mercredi. Ça va être annoncé. Donc, quand vous nous écoutez, c'est déjà fait, probablement. On parlait de la remise des trophées, qui est un concours de popularité. Non, c'est pas un concours de popularité, mais il y a un peu de ça. Je dirais une coche de plus, même, quand il s'agit de ces nominations au Temple de la Renommée. Est-ce que j'exagère? Je pense que tu as raison. On a souvent parlé du fait que je scrute les notes de Martin d'un œil en même temps. On a souvent parlé de l'injustice Pierre Turgeon, plus de 1300 points dans la Ligue nationale. Et corrige-moi si je me trompe, mais dans tout ce... Quand on respire à cette altitude-là, il est le seul à pas... Et donc, les 33 joueurs dans l'histoire qui ont inscrit plus de points que Turgeon, donc 34e de tous les temps, sont tous au Panthéon, et les 9 joueurs qui le suivent. Ah, c'est ça, j'allais dire. Il n'y a pas une coupure après lui. Là. Non. Lui, c'est un trou. Exactement. OK. Fait que dans le fond, il est le seul des 43 premiers. Exact. C'est ça. Ça calcule ici, là. C'est de toute beauté. beauté. Plus de 500 buts, plus de 1300 points. Normalement, c'est un automatisme. Mais il n'a pas gagné. Il n'a rien gagné. Un automatisme. Ouais, mais il y en a d'autres qui ont Il y en a un paquet de joueurs au Panthéon qui n'ont rien gagné. Là. Donc, c'est évidemment... Puis, enfin, est-ce que Turgeon reçoit la même empathie ailleurs, à l'extérieur du Québec? Je pense qu'il y a de ça aussi. C'est une question de chiffres là, et d'accomplissement, d'empathie dans le sens où de reconnaître... Ici, on établit clairement c'est ça que je veux à dire. Calgary sur le fait que Pierre Turgeon soit pas Et ils ont sûrement à Calgary un gars qui n'a peut-être pas un aussi bon pedigree, mais ils ont sûrement quelqu'un... En tout cas, il n'est pas dans les 43 premiers. Non, c'est ça. Peut-être dans les 50, je ne sais pas. Mais il y a de ça aussi. On remarque ça. Puis c'est correct. Je ne dis pas ça comme si c'était un problème. Mais c'est récurrent un peu, Pierre Turgeon. On en parle au Québec à chaque année, à ce temps-ci. Est-ce qu'il va avoir reçu son coup de téléphone, Martin, ou il est mieux de faire son deuil de ça? Je ne peux pas croire qu'il ne recevra jamais cet appel-là. Écoute, c'est inexplicable. Ça a toujours été un digne représentant du hockey. Il n'a jamais rien fait de croche dans sa carrière. C'était pas... c'est peut-être pas un gars qui avait une aura non, c'est ça. Extraordinaire, de super vedette autour de lui, mais ça a été une super vedette de la Ligue nationale. Un premier choix au total qui a livré comme ça. Il n'a jamais eu la chance de... il a joué avec des bonnes équipes, mais pas des équipes de premier plan. Non.
je comprends pas qu'il ne soit pas encore au Panthéon. Mais cela dit, il y a d'autres candidats très intéressants. J'ai hâte de voir. Keith Tkachuk, 538 buts. Lui non plus, jamais gagné. Jamais de trophée individuel, pas de Coupe Stanley. Il va rentrer avant, je te le dis. 538 buts, oui. C'est un joueur américain. Zetterberg. 960 points. Lui aussi, 400 points de moins que Pierre Turgeon, mais il va sans doute avoir sa place éventuellement. C'est ça. Et Henrik Lundqvist, ça semble acquis aussi, le 6e gardien de l'histoire quant au nombre de victoires, puis 8e de l'histoire avec sa moyenne de buts. Ces trois-là, sa moyenne d'efficacité. Ces trois-là en sont à leur première année d'éligibilité. Oui, c'est ça. Toute cette gang-là. Lundqvist, oui, c'est ça. Hein? Lundqvist et Justin Williams sont à leur première année. C'est ça, pas Keith Tkachuk. Keith Tkachuk fait. Zetterberg ne doit pas être loin de sa première année, non? Zetterberg, non, je pense qu'il était... Ouais. On est vieux. J'allais dire, moi, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à la Coupe Stanley. C'était important d'avoir gagné quelque chose. C'est Zetterberg, il y a la Coupe Stanley, la médaille d'or olympique, la médaille d'or. Championnat du monde. Dans ma tête, là, c'est comme c'est automatique. Aussi, là. Exactement. Tu gagnes la Coupe, tu as un Conn Smythe. Reste que, on vient de parler de Pierre Turgeon, qui a comme un pedigree... c'est pas le contraire, là, mais... Donc, Justin Williams devrait l'avoir aussi. C'est parce que aussi, c'est ça a un peu pas d'allure. 3 Coupes Stanley, un Conn Smythe. C'est difficile de... Ouais, alors qu'il a marqué 30 buts 2 fois seulement. C'est ça. Il n'y a pas les chiffres d'un candidat au Temple de la Renommée. Il devrait toutes les mettre. Tout le monde. Mais c'est parce que tu as raison. À l'époque aussi, il y avait, mettons, 18 équipes, 21 équipes, 24 équipes et tout ça. Puis il y en avait donc forcément beaucoup plus qui se rendaient loin, qui gagnaient la Coupe et tout. Puis... là, peut-être qu'il faut revoir les critères un peu parce qu'il va en avoir de plus en plus des excellents joueurs qui n'auront pas leur nom sur la Coupe Stanley. Austin Matthews, probablement. Mitch Marner. John Tavares. William Nylander. C'est pas ça. Eux autres, probablement eux autres. Alors, peut-être que là, il faut réajuster un peu. Mais peut-être, c'est ça, il faudrait inclure, pour que ces gars-là puissent entrer, il faudrait dire ils ont franchi le premier tour une fois. C'est le nouveau barème, c'est ça. Il aura franchi le premier tour. En 2023, ils ont franchi le premier tour. Voilà, donc laissez passer direct. Non, mais t'as raison, Alex. C'est probablement un barème à réajuster. Ben oui, ou à évaluer différemment, disons. Ouais. C'est important, c'est certainement très important, c'est ça le but du jeu, mais c'est peut-être pas le seul l'élément qui compte le plus ou en tout cas qui devrait avoir priorité sur tous les autres, disons. Ça devrait être comme au golf, au tennis. Ça devrait être les gains monétaires en carrière. Il a gagné 128 millions de dollars. Fait que Piqué va rentrer. Direct au temple. Piqué au temple. Direct au temple. Bon, très bien. Voulez-vous parler des codes d'écoute pourris? Voulez-vous parler de ça? Moi, je sais pas, ça me... Comment ça? Un tel enthousiasme. Comment ça, les codes d'écoute n'étaient pas bonnes? Ben, au Canada, je comprends. Là, mais aux États-Unis... c'est pas 2 grands marchés télévisuels. Un, c'est du hockey. Ah, c'est ça. 2, c'était sur une chaîne obscure. Ouais. 3, c'est pas des grands marchés. Ça, c'est une erreur monumentale de ne pas avoir aux États-Unis... De diffuseurs de ne pas avoir de diffuseurs de stade... Pas câblés, je ne sais pas comment dire, là, mais... Oui, c'est ça. Comment on dit? Des réseaux traditionnels. Des réseaux traditionnels, généralistes. C'est ça, des stations généralistes. T'sais, même la NFL, quand la NFL conçoit sa stratégie de vente de droits, la NFL est toujours diffusée sur les chaînes généralistes. Ils répartissent le contrat. Sur toutes les chaînes généralistes, oui, parce que le but, c'est d'avoir le plus de gens qui regardent possible. C'est pas juste d'avoir le plus de revenus monétaires possible. Il faut que les gens voient ton produit pour qu'ils aient envie d'acheter des billets, de consommer des produits merchandising, etc. Et là, ça a été... Et je me souviens, je pense, Alan Walsh sur Twitter, quand il a vu le calendrier de la finale avec les télédiffuseurs, il a dit que ça va être une catastrophe. Il n'y aura pas de coupe d'écoute. C'est quoi ces postes-là? Qui s'occupe de ça? Voyons, vous êtes incompétents. 2,5 millions aux États-Unis, là. Tu lances une sitcom ou peu importe, là, puis t'es retiré. Une reprise de sitcom. Il y a des émissions régionales. Non, tu pars un projet, tu fais 2,5 millions, là. Il retire. T'es out, là. Il y a des émissions régionales aux États-Unis, à New York, mettons, mais oublie cet exemple-là. Là. Il y a des émissions au Québec qui taquinent ces chiffres-là. Tu sais, je veux dire, qui taquinent le 2 millions. Là. Des émissions de variété ou peu importe, là.
Mais là, un marché de 9 millions versus 350, ouais. ça a effectivement pas de sens. Cela dit... Ça a été anonyme. On s'entend, une finale... Ça a passé dans le beurre complètement. Mais tu parles de la NFL, qui est un exemple là, extrême, disons ça comme ça, là, parce que c'est le... ils sont à part. Ils sont à part. Peut pas se comparer, non, mais je veux dire, la NBA, ils ne sont pas à ce niveau-là non plus. La NFL, baseball majeur la NFL possède une journée de la semaine. Exactement. On va prendre l'expression dans le film. Puis tranquillement, puis bientôt 3. Bientôt 3. Mais parce que je veux faire le parallèle avec ce qui est arrivé en MLS, parce qu'ils n'en ont pas parlé à Tellement Soccer. Est-ce qu'ils en ont parlé à Tellement Soccer? C'est juste sur Apple maintenant. Ah, ils en ont parlé. Ah, c'est bien. Mais la tendance est un peu à ça aussi, parce que ils ont signé un gros contrat. Tu sais, Apple, ça a été super payant. Moi, j'ai pas vu un match de Montréal cette année. Et habituellement, j'adore ça, là, mais les 3-4 qui sont présentés à RDS, ça donnait que je pouvais pas. Mais je me suis pas abonné à Apple, mais... Et je disais à la blague, les codes d'écoute ont été pourris pour les séries dans la LNH, mais c'est pas grave. Le contrat est frais signé. C'était le plus gros contrat de télé que l'histoire de la LNH. C'est mal réfléchir, c'est mal pensé. C'est comme Martin dit, ça ne sert pas tes intérêts à long terme, c'est juste ça. Là. C'est comme l'agent qui négocie tout croche puis qui essaie d'aller chercher trop d'argent pour un de ses clients, mais éventuellement, la balloune va dégonfler puis ça ne servira pas à personne. Si tu n'es pas payé le juste prix, ben, c'est pas rentable au bout du compte. T'sais. Donc, la MLS, c'est une mauvaise... vue. C'est de la courte vue. C'est de la courte vue. Ouais. Fait que vous pensez que c'est pas ça l'avenir. De quoi, là? Un contrat comme la MLS, mettons, qui est signé avec un streamer mondial. Ça peut arriver parce qu'on s'entend, Apple TV... Ben c'est ça. On voit les retombées de ça quand ils ont... C'est probablement mieux à Apple TV qu'à TNT, là. Non, mais pour la MLS, là, quand ils ont annoncé ça qu'ils allaient avec Apple TV... Beaucoup de gens ont dit « c'est ridicule ». En pensant, par exemple, au match de Montréal, en disant « Voyons, c'est épouvantable, il n'y aura pas de code d'écoute ». Avec la signature de Messi, ça a l'air génial. Ouais. On s'entend, il y a probablement quelques millions d'Argentins il n'y a pas juste qui ont pris des abonnements des Européens. Partout dans le monde. Je veux dire, ils vendent des chandails de Messi au Qatar, puis partout. Là, c'est ça. Et là, soudainement, ça a l'air d'un geste génial. Donc oui, je pense que pour répondre à ta question, c'est ça l'avenir, mais c'est pas mal plus ça l'avenir qu'un diffuseur anonyme comme TNT, par exemple. Là, puis c'est ça, t'es mieux de faire rayonner ton produit avant puis qu'il soit aimé par beaucoup de monde avant de l'envoyer sur une plateforme plus nichée. Plus nichée, ouais. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire pour tout. Comme, mettons, un balado? Pour un balado. C'est tout ce que tu diffuses. J'aime ça. Tu n'avais pas pensé, hein? Oui, non. Puis malheureusement, j'ai comme pas de. Je suis en panne de répartie. Ça tombe mal. C'était finement amené. C'était trop fin. Mais ça me fait penser, Martin, je lisais ta chronique pour une fois, puis tu disais. Tu parlais. C'est un autre sujet. La photo, c'est un très bon choix de photo. Oui, exactement. J'aimais beaucoup les images. Tu devrais la lire plus souvent. Je lisais les images, puis je trouvais ça le fun. Mais la désertification, je trouvais ça super intéressant, par exemple. On n'en a pas parlé. Je sais pas. Hein? Moi, je dis Martin régulièrement. Tu n'as pas lu ça. Comment la désertification? On parlait du déséquilibre du rapport de force là, entre les propriétaires puis les. Ah oui, bien ça, on en avait parlé un petit peu ici. Mais la désertification en soi, une espèce d'arme nucléaire, moi, j'avais très peu entendu parler de cette option-là. Je trouvais que c'est intéressant. Peut-être veux-tu partager à nos auditeurs? Oui, bon, écoute, j'ai signé une chronique, je pense que c'est vendredi dernier, sur les dernières transactions qui ont été faites dans la Ligue nationale de hockey. Les ventes d'équipe, là. Oui, les sénateurs qui ont été vendus pour 950 millions de dollars, ce qui est un prix record jusqu'à présent. Le Lightning de Tampa Bay qui a vendu un bloc d'actions minoritaires à un fonds d'investissement. C'est de plus en plus populaire, ça, des fonds d'investissement spécialisés qui achètent des pourcentages dans des équipes de sport parce que le rendement est extrêmement élevé. Et donc, le Lightning qui a vendu un bloc d'actions qui valorisait l'équipe à 1,4 milliard de dollars. Et je comparais dans cette chronique-là la richesse qui a été créée dans la Ligue nationale de hockey depuis le lockout de 2012, quand le partage des revenus entre les propriétaires et les joueurs est passé c'était 57-43, donc 57 % pour les joueurs, 43 pour les propriétaires. Depuis que c'est tombé à 50-50, la valeur des concessions a littéralement explosé. Il y a à peu près
30 milliards de dollars qui ont été créés en valeur dans la Ligue nationale juste par l'appréciation des équipes. Alors, on dit aux joueurs, d'un côté, vous êtes nos partenaires, on va diviser les revenus 50-50, mais de l'autre côté, le plafond salarial est tellement rigide, tu peux à peu près pas faire de déficit avec une équipe de la Ligue nationale, là, à moins de jouer dans un amphithéâtre de 4000 places dans le désert. Quelle idée! Personne ne ferait ça. Ben non. Alors, je comparais ça et je comparais l'augmentation, l'évolution salariale des 10 plus hauts salariés du baseball majeur, de la NBA, de la Ligue nationale depuis l'année 2000. Et bon, on sait, il y a eu le lockout de 2004-2005, les salaires de la Ligue nationale ont reculé, le plafond est très rigide pour les super-vedettes parce qu'en plus du partage de revenus de 50 % ils n'ont pas le droit à plus qu'un certain pourcentage du plafond salarial dans leur équipe. Alors, les salaires augmentent très, très peu. Et les salaires des joueurs du baseball majeur... depuis 2000, ont augmenté de 70 %, ceux de la NBA de 76 %. Donc, plus c'est vraiment eux, ça va bien. Là, les revenus augmentent de façon croissante. Et les revenus des joueurs, des super-vedettes de la Ligue nationale, des 10 plus hauts salariés, ont reculé c'est quelque chose, de 15 % Ils n'ont même pas rattrapé le niveau d'il y a 23 ans. Même nous autres, là, nos salaires ont augmenté. Oui. Alors, c'est ça. Et donc, c'est ça, la convention, c'est comme une camisole de force. Les joueurs ne pourront jamais se sortir de ça. Et il y a de plus en plus de gens. Il y a un ancien officier supérieur de l'Association des joueurs qui me disait cet hiver, c'est terminé cette convention collective-là. Les joueurs sont enfermés là-dedans. Ils ne réussiront jamais à sortir de ça. Et la seule chose qu'ils vont pouvoir faire pour améliorer leur sort, c'est de renoncer à être membre de l'Association des joueurs et de dire c'est le libre marché qui s'applique. Donc, la ce qu'on appelle... Non, je n'ai pas lu au complet. Mais oui, c'est super intéressant. OK, excuse-moi, vas-y. Ce qu'on appelle la décertification. Parce que toutes ces conditions-là restrictives qui existent présentement, elles existent juste parce qu'il y a une convention collective. S'il n'y a pas de convention collective, les propriétaires ne peuvent pas organiser un repêchage pour diriger les joueurs à un endroit ou contrôler leur salaire, imposer un salaire maximum aux joueurs qui arrivent, puis dire vous allez être joueur autonome à l'âge de 27 ans, etc. Toutes ces règles artificielles-là existent parce qu'il y a eu une négociation collective. Mais s'il n'y avait pas de convention collective, toutes ces règles-là violeraient la loi anti-monopole. Alors, Connor Bedard, par exemple, il serait en train de négocier avec 32 équipes et probablement un salaire de 15-18 millions par année. Plus que ça. Mais là, alors que là, son salaire, c'est quoi? C'est 900 quelques mille dollars avec des bonnies 2 et quelques millions. Qui peuvent aller jusqu'à 3 millions en total. Alors, et il y a de plus en plus de gens qui parlent de ça. Il y a Alan Walsh, il fait la promotion de ça. Ça fait plusieurs semaines. Là. Il revient toujours le plafond salarial triplement rigide de la Ligue nationale. Les joueurs sont enfermés là-dedans. Il faut décertifier, etc. Et ça prendrait un vote juste de 30 % des joueurs de la Ligue nationale, des joueurs qui signeraient des cartes pour dire je ne veux plus être membre de l'Association des joueurs. Puis ça prendrait juste ça pour faire tomber. 30 % Oui, pour faire tomber l'Association des joueurs. OK, mettons un peu là. Mettons qu'il n'y a plus d'association des joueurs, il y a encore une convention collective? Non, il n'y a plus rien. Fait que là, tous les joueurs deviennent disponibles. C'est le marché. Personne appartient à personne. C'est l'apocalypse, là, tu comprends? C'est pour ça que tu trouvais que c'était intéressant et important qu'on en parle. On s'entend, les joueurs qui auraient des contrats seraient encore sous contrat, mais tous ceux dont les contrats se termineraient, même, mettons Cole Caulfield qui termine son premier contrat, là, il aurait dû décertifier. Il n'y aurait plus d'arbitrage salarial ou quoi que ce soit. Là, je suis sur le marché, je peux négocier avec qui je veux. Et ça, les propriétaires ne veulent pas ça. C'est comme l'arme nucléaire. Et les joueurs, dans des négociations passées, la NFL, les joueurs de la NFL l'ont fait, la décertification. Ouais. Ils ont entamé le processus dans la NBA aussi parce qu'ils trouvaient que les propriétaires négociaient de mauvaise foi. Et là, les propriétaires disent non, OK, on va... Excusez, on recommence. On s'était trompé, on avait mal compris. On va discuter sérieusement. Là. Alors, c'est ça. Et c'est ça. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à parler. Il faudrait qu'en 26, cette menace-là soit réelle. Disons qu'ils l'utilisent. Parce que la convention, c'est ça, se termine. A été prolongée avec le Memorandum of Understanding, ce qu'on appelle le MOU. Oui. Non, mais ça a été prolongé jusqu'en 2026. Oui. OK. Est-ce qu'on peut faire ça, nous, ici, à Radio-Canada, se décertifier? C'est une bonne... Oui, mais là, après ça...
Allez, faites-moi des offres. Je vais retourner livrer du poulet. Je vais me vendre au plus offrant, puis là, il n'y a personne qui vient me voir. Finalement, je me suis fait avoir. Est-ce que je peux me recertifier? Est-ce que la décertification, c'est réversible? C'est ça la question. Alors, tu peux entamer le processus et tu peux le stopper à un moment donné si l'autre camp se met à négocier de bonne foi, mais c'est ça. Il y a les joueurs, on s'entend, ce sont les super vedettes qui créent la richesse dans la Ligue nationale. Ce sont eux qui vendent les billets. Et tu regardes les salaires en dollars constants. Là, donc, si tu compares combien valait un dollar en 2000 par rapport à aujourd'hui, les salaires ont reculé. Alors que les joueurs, il y a plus que 30 milliards de dollars, à part les profits faits avec le partage de revenus de 50 %, il y a 30 milliards de richesses qui ont été créées par les joueurs. Non, cela dit, en dollars constants, probablement que moi aussi, mon salaire a reculé. Super intéressant. Donc, ça va nous tenir occupés, ça, pour la saison 6? Oui, 7? 6 ou 7. 7-8 dans ces eaux-là. Oui, parce que, bon, c'est ça, mine de rien, c'est notre dernière, les trois ensemble, dans le même studio. Oui, bien là, Super studio, d'ailleurs. Oui, ça, on est vraiment bien installé. Ouais. Mais sinon, pour le repêchage, donc, on fait ça à quelque part après la première ronde, c'est ça? Oui. Non, on ne sait pas exactement quand. À suivre. Vérifier jeudi, ça ne sera pas publié avant jeudi. Pas publié avant jeudi ou vendredi. Ouais. Et puis après ça, on en fait peut-être une, juste nous deux. Alex et moi, on va... Après les joueurs autonomes. Boucler la saison pendant que tu vas profiter de vacances bien méritées, mon vieux. Je ne sais pas si elles sont bien méritées, mais ce seront des vacances. Ce seront des vacances, oui. Je ne sais pas si je les mérite, mais laisse-moi te dire que je vais être en vacances. Exactement. Et j'en profite pour répéter que mercredi, pendant la première ronde, on joue encore à Tellement Hockey présente le repêchage à compter de... Est-ce qu'on a l'heure, ça aussi? On n'est pas très... Sur l'auto-promo, c'est moyen. 19h. 19h, à compter de 19h. Donc, avec le début de la première ronde, je serai là avec Kevin Breton et David Rioux. On va suivre ça, là, comme on avait fait l'année dernière. J'ai pas le droit de lancer de popcorn sur la caméra, par exemple. T'avais-tu lancé du popcorn? C'était comme un hommage à David Letterman, ton idole, qui lançait des crêpes, il lançait toutes sortes de choses. Mais là, je me suis fait dire... Comment je l'ai accroché? Je rien. Non, je garde, je lance... Je suis précis, j'ai un tir précis. Qu'est-ce que tu veux que... Donc, j'ai pas le droit cette année, mais on va trouver autre chose pour rigoler. Alors, tu feras comme dans Slapshot, tu lanceras une chaîne de Bessic. Ils avaient dit pas de popcorn, ils n'ont rien dit. Personne ne m'a parlé des chaînes de Bessic. Ils n'ont rien dit pour une chaîne de Bessic. Merci, Martin, pour ce conseil. Et merci pour ta participation et ta présence aujourd'hui. Tu sais que tu es notre rock. Écoutez, c'est un de mes plus beaux moments de la semaine de vous. C'est vrai, hein? Ça fait longtemps que tu ne l'avais pas dit. Vous n'avez pas besoin de me forcer la main, je viens d'emblée. Ben écoute, je viens vous voir avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci également, Alex. Je rappelle que tu es notre chroniqueur principal, puis qu'on peut pouvoir te lire, t'entendre partout. Et même chose pour Alexandre Gascon, qui est notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et du hockey. Merci, Alex. C'est un plaisir. T'essayeras le poulet frit épicé là-bas. Paraît que c'est bien, oui. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. On se retrouve une grosse semaine la semaine prochaine. Soyez là. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.